Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de votre édition de 20h. La Côte d'Ivoire a l'honneur au Festival des films francophones d'Angoulême en France, un festival pour promouvoir les arts, la culture et l'artisanat. La première dame Dominique Ouattara a inauguré le village ivoirien dressé à ce festival. Ici en Côte d'Ivoire, la caravane de sensibilisation pour la lutte contre le paludisme démarrée le 3 août dernier à Aboisseau a pris fin lundi à Abidjan, précisément à Atekoubé. Les populations ont été invitées à s'impliquer dans la lutte pour l'éradication de la pandémie. Et en Angola, le MPLA, le parti du président sortant José Eduardo dos Santos, remporte les élections générales. Le parti au pouvoir a obtenu plus de 64% des voix selon les chiffres provisoires de la Commission nationale électorale, chiffres publiés aujourd'hui. Enfin, en Suisse, plusieurs randonneurs sont portés disparus après un glissement de terrain qui a provoqué une coulée de boue. Les sauveteurs effectuent des vols pour localiser les alpinistes. Le village où s'est produit le drame a été évacué. Ravi de vous retrouver sur RTI1. Nous commençons tout de suite par le Festival des films francophones d'Angoulême en France. Ce festival, en plus de vendre les productions cinématographiques, fait la promotion des arts, de la culture et de l'artisanat. La première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, invitée d'honneur de cet événement culturel, a inauguré le village ivoirien dressé à ce festival. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial. Des articles ivoiriens présentés à des visiteurs pour d'éventuels achats, des échanges sur les produits culturels de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la cour de la mairie d'Angoulême, transformée pour la circonstance en village Akwaba, un village ivoirien. Un véritable cadre de promotion des valeurs culturelles, touristiques et cinématographiques made in Côte d'Ivoire. C'est ce village qui a été inauguré par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Coupure de ruban, visite des stands et dégustation de quelques mets, suivi d'échanges avec quelques exposants. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce village constitue une véritable vitrine pour la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter tous nos artisans ivoiriens qui exposent leurs œuvres durant ce festival. Vos créations sont magnifiques et font honneur à notre pays. Je vous encourage à continuer à promouvoir notre Côte d'Ivoire, notre belle Côte d'Ivoire, par le biais de l'artisanat, de l'art et de la culture. Je voudrais dire enfin à tous mes frères et sœurs ivoiriens rassemblés ici, qui vivent dans cette belle région d'Angoulême, que la Côte d'Ivoire est fière d'eux. Ils sont nos meilleurs ambassadeurs. Après la série d'allocutions, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui avait à ses côtés le ministre de la Culture et de la Francophonie, ainsi que de nombreux acteurs du cinéma ivoirien, et les organisateurs du Festival des films francophones d'Angoulême, a reçu la clé de la ville des mains du maire d'Angoulême, avant de lui remettre en retour des présents du terroir ivoirien. Et la Côte d'Ivoire et la Pologne entretiennent également de bonnes relations. La vice-ministre polonaise des Affaires étrangères en visite à Abidjan a été reçue par le ministre Sidiki Diakité, assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. Les échanges ont porté sur la redynamisation des relations diplomatiques, politiques et économiques des deux pays. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Établir une coopération bilatérale étroite entre la Pologne et la Côte d'Ivoire dans différents domaines, tels que l'économie, la sécurité et la diplomatie. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, qui représentait son homologue des Affaires étrangères, et la vice-ministre polonaise des Affaires étrangères. Joanna Wronicka souhaite que les deux pays se concertent régulièrement sur les questions d'intérêt commun afin de présenter une position commune au cours des sessions du Conseil de sécurité et autres instances des Nations Unies. Je suis venue ici avec un message pour d'abord apporter une nouvelle dynamique à nos relations politiques bilatéralement, encourager le business polonais aussi à s'intéresser à Côte d'Ivoire, ce qui a lieu, mais apporter une nouvelle dimension. Cette dimension, elle est plutôt multilatérale parce que le Côte d'Ivoire et la Pologne étaient élus ensemble au Conseil de sécurité en tant que membres non permanents. Le ministre assure la délégation polonaise que cette stratégie sera soumise à l'appréciation du gouvernement. En tant que partenaire
n'est-ce pas, de la Pologne au Conseil de sécurité, nous considérons que la Côte d'Ivoire constitue le hub par lequel la Pologne pourrait également, à travers ses entreprises, avoir un accès à l'ensemble du marché ouest africain. La Côte d'Ivoire souhaite bénéficier du grand programme polonais de l'aide au développement Go2 Africa. Elle espère que la Pologne sera présente à Abidjan lors du sommet Union africaine-Union européenne. Nous nous rendons à présent dans la commune de Makori qui abrite la 8e édition du Forum africain sur l'interconnexion. Ce forum est conçu pour offrir une plateforme de partage de bonnes pratiques et de création de partenariats. Le but est clair, améliorer la connectivité des pays africains. Astou Touré. En Afrique, le taux de pénétration d'Internet est de 28%. Ce taux connaît une croissance depuis 2010, selon Internet Society, une organisation internationale œuvrant pour le développement et l'utilisation libre d'Internet dans le monde. En Côte d'Ivoire, plus de 22% de la population utilise Internet. Cependant, la qualité du débit et le coût demeurent des défis à relever. Le débit il est très faible dans les cyber. Quand on rentre pour faire une navigation, on constate que véritablement les choses ne passe pas très vite, c'est pas rapide. Quand c'est le Wi-Fi, ça va un peu plus rapidement. Mais au niveau des passes, c'est très lent et puis on n'arrive pas à travailler comme on le veut. Ça ralentit l'activité. Quand je naviguais avec les anciennes puces, avant l'avènement de la 4G, je ne constate rien de nouveau. Pour changer la donne et saisir des opportunités d'affaires pour une Afrique mieux connectée, la Côte d'Ivoire abrite la 8e édition du Forum sur l'appairage et l'interconnexion. Ce forum se veut être une plateforme d'échange et un outil stratégique susceptible de contribuer à la valorisation des points d'échange Internet à travers le développement de contenus locaux et de l'interconnexion. Cet écosystème d'Internet florissant est une fondation qui permettra d'atteindre 80% du trafic Internet accessible localement et 20% du trafic international d'ici 2020, selon Internet Society. C'est vraiment dommage que les populations n'ont pas accès à cet outil qui est devenu incontournable. Donc, nous essayons de pousser dans les instances internationales, etc., afin que leurs problèmes soient pris en considération. Selon le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, de nombreuses actions ont été menées pour favoriser un meilleur accès à Internet, mais beaucoup reste à faire. En Côte d'Ivoire, ce sont 5 fournisseurs d'accès, près de 14 millions de concitoyens connectés en mobilité, 29 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, 200 000 emplois directs et près de 28 milliards de francs de CFA de chiffre d'affaires qui constituent notre paysage numérique. Si le développement de l'économie numérique connaît des nettes avancées sur le continent, force est de constater que l'accessibilité à Internet, les coûts, l'interconnexion demeurent des enjeux conséquents qu'il faut, ensemble, relever. Plus de 500 millions de personnes disposent d'un abonnement mobile en Afrique. Et cette rencontre d'Abidjan permettra entre autres de baisser les coûts des services télécoms, de dynamiser le secteur des TIC, d'attirer des entreprises étrangères et de développer de nouveaux contenus et services à caractère social. Ils tiennent leur réunion dans la capitale politique ivoirienne. Des experts issus de plusieurs départements ministériels sont en conclave donc à Yamoussoukro. Ils réfléchissent sur la mise en place du registre national des personnes physiques. Ils vont examiner les avant-projets de tests sur l'état civil et l'identification. Hugues Vibli. Yamoussoukro, la ville accueille depuis quelques jours plusieurs experts de différents ministères. Ils y sont pour examiner les avant-projets de tests sur l'état civil et l'identification dans le cadre de sa modernisation. De cette modernisation, les acteurs du secteur attendent beaucoup. Des réglages sont à faire, soutiennent-ils encore des exemples. Ce que nous souhaitons vraiment qu'il y ait beaucoup de formation pour tous les agents qui sont dans les services de la mairie et la sous-préfecture, pour qu'au moins ils soient en phase avec les nouvelles données vis-à-vis de l'état civil. Concernant les registres, par exemple, les agents utilisent dans les produits mairies, il faut que vraiment ces registres soient bien confectionnés parce que ce sont des registres qui sont comme des cahiers. Une fois qu'on l'a utilisé aujourd'hui, demain quand vous le voyez, vraiment il est foutu. Ces préoccupations devraient trouver réponse
avec la mise en place du Registre national des personnes physiques RNPP. Il en est question avec les travaux des experts à Yamoussoukro. L'État entend ainsi traiter les anomalies, incohérences et irrégularités constatées dans la gestion de l'état civil et de l'identification. La population ivoirienne va disposer de ces documents, des faits d'état civil à temps réel et des documents qui sont sécurisés. Deuxième chose, le pays lui-même va disposer d'une base de données fiable, sécurisée, sur tous les faits d'état civil qu'on pourra capter de manière systématique avec les nouveaux mécanismes qui sont en train d'être mis en place. L'objectif du gouvernement avec les tests qui seront adoptés au final, garantir un système de gestion de l'état civil et de l'identification moderne et sécurisé, ce qui va permettre l'émission d'extraits d'actes d'état civil et de titres d'identité partout où l'on le désire sur le territoire national ou dans les consulats. Et toujours à Yamoussoukro se tient une autre rencontre, c'est celle de l'OLPED. L'Observatoire de la liberté, de la presse, de l'éthique et de la déontologie organise son colloque électif. Le président sortant, Zio Moussa, est candidat pour un autre mandat. L'OLPED va célébrer également son 22e anniversaire. Explication détaillée avec Ouattara Madou Walter. 22 ans après sa création, redynamiser l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie, OLPED. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette rencontre dénommée Congrès Colloque. Yamoussoukro, capitale politique du pays, a été choisi pour abriter les réflexions axées sur l'autorégulation ou comment réinventer le journalisme pour l'éthique et la déontologie. Nous aurions pu, face au mur des difficultés que l'OLPED connaît depuis une dizaine d'années, organiser un congrès électif taillé sur mesure et continuer notre route et la routine. Nous avons obstinément refusé cette voie. Nous avons tenu à faire de ce congrès colloque, concept sans doute relativement nouveau et surtout novateur, un grand moment de réflexion sur le journalisme et les médias. À la cérémonie d'ouverture de ce congrès colloque, le représentant du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a invité les journalistes au sens de la responsabilité. L'envoyé du ministre Bruno Nabagné-Koné souhaite que les journalistes soient professionnels et bâtisseurs de cohésion sociale. Le journaliste, en plus d'assumer son rôle social d'informateur du public, doit être également un agent de développement, un éveilleur de conscience, un faiseur de paix, de cohésion sociale et un exemple pour la société. Le présent congrès colloque bénéficie de la participation des confrères du Bénin, Burkina Faso, Ghana et du Sénégal. Après 5 jours d'échanges et de travaux, des élections pour renouveler les instances dirigeantes de l'OLPED sont prévues. Le président sortant Zio Moussa est candidat à sa succession. Ils sont au total 22 étudiants ivoiriens à bénéficier des bourses du gouvernement de la République populaire de Chine avant leur départ pour la Chine où ils vont poursuivre leurs études supérieures. Ils ont été reçus ce jeudi même par l'ambassadeur chinois en Côte d'Ivoire. Le témoignage est signé Sidonie Davila. En master, doctorat ou en cycle de perfectionnement, de différents profils, ils sont désormais bénéficiaires d'une même opportunité, une bourse d'études chinoise. C'est une immense joie d'avoir été sélectionnés. J'espère que nous leur ferons vraiment honneur. Nous avons une mission, c'est de pouvoir permettre au drapeau de Côte d'Ivoire de flotter haut. Il s'agit pour nous d'être en Chine, valider non seulement les diplômes, et savoir copier avec raison. L'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire a tenu solennellement à recevoir ses 22 étudiants, nouveaux boursiers du gouvernement chinois. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations. Vos excellents résultats scolaires ont fait de vous cette année des heureux récipiendaires. Très bientôt, vous allez fréquenter les meilleures universités chinoises. J'espère que vous allez vous appliquer entièrement à vos études. Le gouvernement ivoirien salue la promotion de l'amitié sino-ivoirienne à travers l'octroi de bourses. Le vœu de Madame le ministre est la pérennisation de cette coopération pourvoyeuse de cadres compétents, donc de qualité, afin de minimiser et de réduire l'insuffisance de ressources humaines dans nos administrations. C'est depuis 1985 que la Chine octroie des bourses aux Ivoiriens au nom de l'amitié qui la lie à la Côte d'Ivoire.
Pour ces 22 étudiants, leur participation au renforcement de cette coopération est désormais une réalité. Leur engagement, réussir leur formation et assimiler également la culture chinoise. Et cette phase 2 commence déjà ici à Abidjan avec la manipulation des baguettes. Au chapitre santé de ce 20h, la lutte contre le paludisme. Une caravane de sensibilisation vient de sillonner 10 villes ivoiriennes. Le top départ, je rappelle, a été donné le 3 août dernier à Aboisseau. Le programme national de lutte contre le paludisme a terminé son périple ici à Abidjan, précisément à Atekoubé, et les populations ont été invitées à adopter de bons comportements pour éradiquer la pandémie. Franck Quadio. Quand cette horloge va compter 30 secondes, un enfant va mourir de paludisme quelque part dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, qui conclut bien, le paludisme est aussi dévastateur, voire plus, que des maladies telles le sida et les hépatites. En Côte d'Ivoire, malgré l'activisme de l'État et de ses partenaires, il demeure encore la première cause de mortalité. Pour le combattre efficacement, la proximité. Une des méthodes choisies par le ministère de la Santé, une caravane de sensibilisation à l'aide d'un camion podium pour inciter les populations à changer de comportement. Après 3 semaines à parcourir la Côte d'Ivoire, le message du ministère ici à Atekoubé n'a pas varié. La transmission du paludisme est basée sur la piqûre d'un moustique. Un moustique que nous cultivons nous-mêmes dans nos maisons, autour de nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villages et dans nos villes. Et tant que nous continuerons de cultiver ces moustiques autour de nous, le paludisme ne va pas régresser. En d'autres termes, laisser prospérer dans notre environnement ces eaux stagnantes favorables à leur reproduction ou encore utiliser des moustiquaires imprégnés à d'autres fins. Des populations sensibilisées donc à un changement de comportement. Nous avons demandé à tous les citoyens de la commune d'Atekoubé de saisir cette balle au bon, de sorte à bouter dehors le paludisme. Quand vous voyez des jeunes, les plus petits, au jeu de Maracana, c'est cette moustiquaire imprégnée qui devient le filet. Comment faire maintenant? Il faut dormir sous la moustiquaire imprégnée. L'étape d'Atekoubé est la dernière étape d'une caravane qui a sillonné 3 régions sanitaires de la Côte d'Ivoire. Une caravane dont le maître d'œuvre est le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme. Et le groupe Zouglou ivoirien Sur Choc fait parler de lui, non seulement sur la scène musicale, mais également dans le domaine de la santé. Vous allez le voir, en prélude à son 3e festival, le groupe Zouglou a fait don de matériel médical au centre de santé communautaire à Ras 3, dans la commune de Trècheville. Grâce Kando. Faut pas chercher histoire où il n'y a pas de géographie. Et t'es pas parlé. Sur Choc, mythique groupe Zouglou, concepteur de la danse Nyakpa Nyakpa, évolue toujours dans le domaine de la musique en France. Ce groupe lance la 3e édition de son festival artistique et culturel dénommé Trèche Ngoa. Cette année, l'accent est mis sur le volet social avec la remise de matériel médical au centre de santé communautaire à Ras 3 dans la commune de Trècheville. Quand on a la santé, on vit bien. Et donc nous avons envoyé ces lits d'accouchement, des peintures pour refaire les façades de l'hôpital pour que nos parents puissent se sentir bien, que tout Trècheville puisse bénéficier des bons soins et aussi même à tout Abidjan. Et ce n'est pas un geste qui s'arrête là. Vraiment, nous disons merci au groupe Sur Choc. Parce que c'est un groupe qui vient de Trècheville. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils sont là en Europe, mais il y a eu des opportunités pour eux. Ils ont voulu que nous aussi, on reçoive cette opportunité pour qu'on puisse mieux soigner la population de Trècheville. L'action est encouragée par les autorités communales qui souhaitent que de telles initiatives fassent tache d'huile. Le groupe Sur Choc a décidé de faire en sorte que notre centre communautaire ait du matériel pour recevoir nos malades et les traiter dans de bonnes conditions. C'est pour nous l'occasion de leur exprimer notre gratitude et leur dire que ce genre de gestes doivent être répétés pour que nos populations se sentent vraiment soutenues. Concerts live, défilés traditionnels et surtout de l'humour avec des artistes de renom seront les temps forts de ce festival qui dure 3 jours. Je viens pas besoin de ma destination.
Et dans le domaine des transports, depuis 2014, une caravane de recyclage des chauffeurs professionnels de transport en commun a été initiée. L'objectif est de réduire le nombre d'embouteillages et d'accidents sur nos routes. Pour cette 3e édition, 123 conducteurs ont été recyclés. Issa Tchonayeo. Clignotant à droite pour prendre la voie de gauche. Ces entorses au code de la route sont légion et cela n'est pas sans conséquences. Accidents de la circulation, embouteillage, des pratiques courantes à l'origine. Karamoko Loseni, conducteur de minicar appelé Baka sur la ligne Yopougon à Djamé, est conscient de cet état de fait. Il y a deux chauffeurs qui sont distraits au volant, il y a d'autres qui ne respectent pas le code de la route. C'est ça qui provoque les accidents. En vue de réduire ces accidents et bouchons sur les routes, un recyclage à l'endroit des chauffeurs professionnels des transports en commun est initié par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Karamoko Loseni bénéficie pour la circonstance de l'assistance d'un moniteur. Chaque fois que tu vas t'arrêter, il faut bien serrer comme tu l'as fait aujourd'hui. Et puis maintenant, chaque fois que tu vas démarrer, il faut mettre ton clignotant et bien vérifier avant de pouvoir t'engager sur le trottoir. Ça, c'est des choses que vous négligez, mais c'est ça qui fait qu'il y a les bouchons. Rappel des règles du code de la route, mais aussi prise en compte de l'aspect psychologique des chauffeurs. Lorsque le conducteur monte dans le véhicule, il doit pouvoir vérifier un certain nombre d'éléments dans le véhicule. Parce qu'on constate que dès qu'il s'assoit, il tire le frein en main et puis il commence à partir. Non, mais est-ce que le véhicule est en bon état et tout ça? Il doit vérifier. À l'auto-école, ils font des formations, mais nous trouvons que le côté psychologique n'est pas pris en compte. Et la situation réelle n'est pas prise en compte. Nous, on fait la formation théorique avec des simulations, des exemples, des projections, et la psychologie, la perception, etc. Comme Karamoko Loseni, ils sont nombreux les chauffeurs de transport en commun à apprécier cette mise à niveau. La formation qu'on a reçue, les embouteillages, on va tout éviter. Les embouteillages, même c'est nous les chauffeurs même qui pourront toujours l'embouteillage. Donc la formation qu'on a suivie, je pense que grâce à Dieu, ça va aller de l'avant. Pour le ministre du Commerce, l'objectif à terme est de permettre au secteur du transport de jouer pleinement sa participation au développement du pays. Nous avons initié différentes éditions de recyclage des chauffeurs professionnels, des biens et des marchandises, afin que ces personnes-là s'inscrivent dans la vision du chef de l'État d'avoir un Ivoirien nouveau, c'est-à-dire un Ivoirien qui respecte en fait les règles de conduite, un Ivoirien qui respecte le code de la route, un Ivoirien qui accueille avec courtoisie ses clients lorsqu'ils les prennent dans les mini-cars Baka ou bien dans les taxis, et un Ivoirien nouveau qui a également des bons rapports avec nos agents de police. En Côte d'Ivoire, les facteurs humains sont à la base de 94% des accidents. Chaque année, des accidents font plus de 6 000 morts et 11 000 blessés. Ce programme de recyclage prend en compte cette année 123 chauffeurs professionnels de transport en commun. Et on ouvre le chapitre politique de cette édition avec le mouvement Action 2020. Ce mouvement vient d'organiser une réunion extraordinaire. Le mouvement veut mobiliser le maximum de jeunes pour le 3e congrès du RDR prévu en septembre prochain. Ahmed Traoré, Sèche Kolia. Consolider et pérenniser les acquis du président Alassane Ouattara, l'accompagner et le soutenir dans ses actions, ce sont les objectifs de ce mouvement. Kader Fofana, le président, a exhorté ses camarades à demeurer dans cette vision. Il se dit convaincu du rôle de la jeunesse dans l'édification d'une Côte d'Ivoire riche et prospère. Nous sommes ici pour rendre hommage au président de la République et appeler à l'union de tous les cadres du Rassemblement des Républicains, appeler à la mobilisation de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, particulièrement la jeunesse républicaine, pour leur dire que le rendez-vous du 9 et 10 est un grand rendez-vous. Nous devons nous mobiliser pour aller plébisciter le président de la République au soir du 10 septembre 2017 au Palais des Sports de Treichville. Action 2020 se veut un espace d'échange et de dialogue au service de la politique du chef de l'État.
En tant que mobilisateur, nous sommes heureux vraiment de constater que tout le monde est engagé, que ce soit les transporteurs, que ce soit les clubs de soutien, que ce soit les structures du parti elles-mêmes sont mobilisées pour que ce congrès soit une réussite. Tous, au jour d'aujourd'hui, soutiennent les actions du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le mouvement politique Action 2020 existe depuis 2014. Il promet une forte mobilisation au prochain congrès du RDR. Nous partons maintenant pour l'Arabie Saoudite où les pèlerins ivoiriens poursuivent le Hajj et envie d'emporter l'aide nécessaire à ces pèlerins. Le consul général de Côte d'Ivoire à Guéda met des jeunes Ivoiriens résidant dans les 4 grandes villes de l'Arabie Saoudite à contribution. Mais quelles sont leurs tâches? Élément de réponse avec notre envoyé spécial Konepa Gassoro. Seau, serpillère et balai en main. Djeneba, ivoirienne, la quarantaine révolue, se rend dans les différents paliers de l'hôtel Amjad de la Mecque en Arabie Saoudite où est logée une grande partie des pèlerins ivoiriens. Son travail, assainir les toilettes des chambres des candidats ivoiriens au Hajj. À quelqu'un, c'est nettoyage. Chaque année, le scénario est le même. Pendant la période du Hajj, Djeneba, mariée depuis 15 ans à un Ivoirien à Jeddah, une autre ville de l'Arabie Saoudite, et mère d'un enfant, abandonne sa petite famille et son commerce de jus pour la Mecque. Les vieilles là, ils ne paient pas. Même laver le pain là, c'est nous on prend, on lave pour eux. Si nous donne les jetons, on prend. Si nous donne pas, non, chez Barka, nous avons prié pour nous, nuit et jour. Comme Djeneba, Zegela, 28 ans, elle aussi ressortissante ivoirienne à Médine, se rend à la Mecque à environ 500 km de Médine pour le ménage dans les chambres des pèlerins. Tous les jours, je viens dresser le lit. Quand je viens, ils sont contents. Quand on finit de manger, on l'appelle pour venir prendre les assiettes sales, elle est disponible. À cette même période du Hajj, de nombreux autres jeunes Ivoiriens résidant en Arabie Saoudite font mouvement à la Mecque en vue d'apporter leur contribution aux pèlerins ivoiriens. C'est le cas de Safiatou. Elle est fille de ménage à Médine où elle vit avec sa tante. Nous faisons ce boulot juste pour faciliter la tâche à nos parents. Parmi ces jeunes volontaires, des étudiants ivoiriens en Arabie Saoudite en vacances. Certains assurent la sécurité des pèlerins et de leurs bagages. Cette année, je travaille avec la commission d'hébergement. Donc, je suis en train de les aider pour que les pèlerins puissent regagner rapidement les chambres. Et justement, les musulmans s'apprêtent à célébrer la fête de la Tabaski le vendredi 1er septembre prochain. L'annonce a été faite ce jeudi par le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. Nous écoutons la déclaration du COSIM. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites CODIS informe la communauté nationale que sur la base de la déclaration du Haut Conseil judiciaire des Oulamas du Royaume d'Arabie Saoudite, la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le 9 Zulhijjah 1438 Hijri, correspondant au jeudi 31 août 2017. Par conséquent, la fête des Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le vendredi 1er septembre 2017. L'ensemble des imams de Côte d'Ivoire souhaite bonne et heureuse fête des Tabaski à toutes et à tous, fait à Abidjan ce jeudi 24 août 2017. Ailleurs en Angola, le MPLA, le parti du président sortant José Eduardo dos Santos, remporte les élections générales. Le parti au pouvoir a obtenu 64,57% des voix selon les chiffres provisoires de la Commission nationale électorale, loin donc devant l'UNITA qui en obtient 24,04%. Le taux de participation s'élève à plus de 76%. Et si ces chiffres provisoires sont confirmés, le candidat du MPLA succédera à José Eduardo dos Santos qui a décidé de quitter le pouvoir après 38 ans à la tête de l'Angola. Plus loin, en Suisse, plusieurs randonneurs sont portés disparus après un glissement de terrain qui a provoqué une coulée de boue. Les sauveteurs effectuent des vols pour localiser les alpinistes. On en sait plus avec Michel Digri. L'accident est survenu hier mercredi à 7h30 GMT. Une masse rocheuse de 4 millions de mètres cubes de roche s'est détachée de la paroi du Pis Sengalo et s'est déversée dans une vallée derrière le petit village de Bondo, à proximité de la frontière italienne. Selon le service sismologique suisse, la chute de roches et de pierres à l'origine de la coulée de boue a été si forte qu'elle a produit des vibrations que les sismomètres ont pu enregistrer dans toute la Suisse.
L'événement a duré 1 minute et équivaut à un tremblement de terre de magnitude 3. 14 personnes au total pourraient avoir été emportées dans les Alpes suisses par cette coulée de boue. La police a immédiatement procédé à l'évacuation du village. Moi, je vis dans le village qui a été évacué. Nous attendons de voir si nous pouvons aller récupérer certaines choses, mais il semblerait qu'on ne puisse pas y aller avant demain. Cet événement était attendu depuis plusieurs années par les autorités suisses, car des chutes de pierres avaient été enregistrées dans la zone en 2011, 2012 et 2016, explique le service sismologique suisse sur son site internet. Et notez en sport, pour terminer, que le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire a dévoilé aujourd'hui la liste des 24 joueurs qui affronteront les 2 et 5 septembre prochains l'équipe du Gabon dans une double confrontation comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure et bien sûr sur la même chaîne.